Tant que tu n'es pas capable de répondre à la question à qui tu t'adresses, quel est son problème clair, est-ce que ça le fait se réveiller durant la nuit, t'es pas encore bon quoi. 80% de mes clients viennent du SEO, donc ils tapent retraite spirituelle Maroc ou marche désert Maroc. Et souvent ils me disent ok, quand je suis tombé sur ton site, je savais que c'était ça et rien d'autre. Avec le corona, j'ai l'impression que je suis tombé dans un trou noir où j'avais plus aucune vision, plus aucune perspective et je suis à nouveau retombé à 0 €. Je me dis, je peux pas rester comme ça dans mon appart à rien faire, à attendre. Je réfléchissais depuis longtemps à lancer un business en ligne. Je savais que j'avais les compétences de réussir. Je pense que les gens qui veulent s'installer au Maroc, ça les aide, ça les rassure d'avoir d'autres témoignages. Je pense que l'humain aime les histoires, les parcours de vie, les histoires inspirantes. Salut, c'est Antoine. Avant de commencer cette interview, je t'annonce que je t'ai préparé une mini formation gratuite qui s'appelle Comment créer ses propres produits virtuels et les vendre à des milliers d'exemplaires. C'est une formation de 56 minutes pour les coachs, les développeurs, les freelances, les formateurs. Si tu cherches un moyen d'arrêter de vendre ton temps et de t'affranchir des règles du salariat, cette formation va t'aider à te mettre sur les rails et à te lancer. Tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Il te suffit d'entrer ton mail et je te l'envoie tout de suite. Je te laisse pour l'interview. Bon, les amis. On est dans cet endroit merveilleux, le désert, comment il s'appelle ? On est dans le désert de Mahamit Rizlan, dans le Sahara marocain. C'est toi qui nous accompagnes pour un voyage d'une semaine dans le désert marocain où on dort sous les étoiles avec des entrepreneurs. C'est un voyage que je fais chaque année. La première fois que je t'ai rencontré, c'était à Marrakech, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et tu te cherchais ta thématique. T'étais ici au Maroc, t'étais installé au Maroc et tu voulais gagner ta vie sur internet, monter ton activité. Et depuis ça s'est vachement développé et t'as créé peut-être la première chaîne pour les entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc. T'es devenu une référence, tu fais des vidéos qui font des centaines de milliers de vues et t'as un business qui est en pleine croissance. J'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ça, d'où t'es parti et où est-ce que t'es allé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui sont un peu perdus aussi dans leur démarche, quelle thématique choisir, où me lancer, comment trouver la bonne niche pour moi, le bon domaine, comment capter une audience. Tout ça, tu l'as maîtrisé tout seul. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et peut-être commencer par le début ? Oui, déjà merci Antoine pour cette interview, merci Félix. Donc on va dire que ça a vraiment commencé quand j'ai eu l'âge de 30 ans, un petit peu avant. On parlait de cycle dans le voyage. Donc à partir de 30 ans, je me suis un peu posé des questions, remis en question. Même au niveau spirituel, contact, amis. Et j'ai perdu mon job à ce moment-là. Je travaillais dans un centre d'appel. Et j'ai eu envie de partir au Maroc. Tu étais en Belgique, toi, c'est ça ? J'étais en Belgique, ouais. Et je suis parti 2 mois dans une ferme au Maroc. Et là, j'ai vraiment eu une révélation que je pouvais faire des choses ici. Je pouvais développer des activités, des projets. J'avais pas une vision très claire. Je savais juste que je devais rester ici. Et après, tout s'est mis en place à partir de là, en fait. Ok, au début tu t'es dit ok, donc tu avais envie de vivre au Maroc. Quelle piste tu voyais pour que ce rêve devienne réalité ? J'étais un peu sans piste concrète. Et, en tout cas, j'ai lancé ma première chaîne YouTube à ce moment-là. J'ai appelé Permaviculture. J'étais intéressé par la permaculture. Et j'ai été un petit peu dans différents projets. Je les ai aidés à faire leur compte Facebook. Je faisais des vidéos, des interviews. Déjà à cette époque-là, tu vois. Et pendant 2 ans, j'ai fait le tour du Maroc. Donc j'ai voyagé dans toutes les régions du Maroc, découvrir le pays, la culture, les différences entre les différentes régions. Et après 2 ans, je me suis posé ici dans le sud du Maroc. C'était il y a 10 ans, c'est ça, au tout début ? Ouais, 2014. C'était pas si courant à l'époque de se lancer sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de choisir cette plateforme ? Je sais que c'était pas facile au début, j'étais un peu complexé par mon image, mais en fait, comme Antoine, j'ai cette envie de partager qui est profonde. Et depuis tout petit, avant c'était à travers la musique. J'étais DJ, j'avais une émission de radio, je travaillais aussi sur un magazine internet dans le hip-hop pendant des années, toute ma jeunesse. Et cette envie de partage est plus forte que ma peur de m'exposer, tu vois. Je vois très bien. Donc j'ai franchi le pas, première petite vidéo dans mon appart qui était vide pour expliquer, tu vois, l'histoire, mon état d'esprit et ce que j'allais vivre. Et après, voilà, j'ai vraiment vécu une histoire d'amour avec YouTube où j'ai apprécié de plus en plus créer des vidéos, tester des formats. Tu as commencé à avoir de l'attraction et de l'audience dès le début ou ça a mis du temps ? Ça a mis beaucoup de temps, ouais. Traversée du désert ? Une grande traversée du désert. Ouais. Sur ma première chaîne, les vidéos qui ont le plus marché,
c'est quand j'ai fait des interviews qui parlaient d'expériences de mort imminente. Mais c'est pas forcément une thématique où je voulais me positionner. C'était un peu une chaîne fourre-tout, c'est ça, où tu mettais tous les trucs qui t'intéressaient. Donc t'avais une stratégie quand même? Aucune stratégie, aucune vision, beaucoup de vlogs, partager mon histoire. J'ai tout documenté en fait, c'est toutes ces années ici. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu as eu un déclic ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de ça à entreprendre de vivre au Maroc? En fait, j'étais au Maroc les premières années, enfin les premiers mois, j'avais vendu toutes mes affaires en Belgique, tout mon matos de DJ qui coûtait très cher. Donc, j'avais des petites économies et voilà, j'ai voyagé dans le Maroc. À un moment, je me suis retrouvé, j'ai plus d'argent. Donc je suis revenu en Belgique, j'ai travaillé quelques mois dans une usine de boulangerie. Et là, ça a été vraiment le déclic quand j'étais dans cette boulangerie, travailler la nuit. Je me dis, je veux plus jamais revivre ça. Et j'ai cherché en fait, qu'est-ce que je pouvais faire au Maroc qui allait me permettre de rester moi-même et en même temps de gagner de l'argent. Et là, j'ai créé Maroc en conscience, donc en fin 2016. Et l'idée, c'était que plein de gens me contactaient pour leur demander des bons plans au Maroc, comment voyager, où aller. Je me suis dit, en fait, je vais proposer mon propre voyage avec cet aspect en conscience, puisque j'avais cette ouverture à la simplicité, spiritualité, tout ça. On a fait un premier test et ça a bien marché. Et après, pendant plusieurs années, j'ai fait grandir ce projet jusqu'à avoir été à ma vision finale où j'accompagne environ des groupes de 10 personnes dans le désert, 3-4 fois par année. Et maintenant avec vous, les entrepreneurs. On parlait de cette traversée du désert. Moi, un truc qui m'a marqué dans ton histoire, c'est que tu as vachement été patient, en tout cas dans la façon dont tu as appréhendé le contenu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui se lancent sont extrêmement impatients sur les résultats. Toi, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Qu'est-ce qui t'a fait continuer à créer du contenu et à persévérer? C'est un peu ce que je disais avant, c'est l'amour du partage. En fait, même si j'avais pas de résultats, j'avais quasiment pas de retour, je m'accroche, je continue. Tu vois, comment tu te sens à ce moment-là, tu vois? Tu fais les vidéos, ça fait pas forcément énormément de vues. Comment tu te sens quand tu regardes ta chaîne, etc. En fait, tu as quand même toujours des petits retours. Ouais. Et même pour ta famille, tes proches. Mais en fait, c'est tellement ce que j'aime faire que je savais que ça allait marcher au bout d'un moment. Et j'avais aussi des retours très qualitatifs de certaines personnes qui me faisaient comprendre que j'étais sur le bon chemin. Et c'est ça qui m'a fait tenir, je pense. En vrai, c'est super important, les premiers retours. Et tu sais, quand tu commences et qu'il n'y a personne qui se connaît et tout, mais tu as 1-2 personnes que tu vois régulièrement, tu vois leur tête, tu connais leur nom, et ils sont là et te soutiennent et tout. Je sais pas si ces gens-là se rendent compte à quel point ils sont importants. Moi, ma première formation, tu vois, j'avais fait 800 €, tu vois, avec ma première formation. C'est pas énorme, c'est pas énormément de ventes et tout. Mais je me souviens encore des gens qui l'ont acheté. Il y avait un mec, je sais pas, qui s'appelait Patrick, qui avait 57 ans, tu vois, et je me disais, putain, c'est fou, quoi. Il y a un mec de 57 ans, moi j'avais 18 ans. Il y a un mec de 57 ans qui me fait confiance pour apprendre avec moi et tout. Et donc ces premières personnes qui te soutiennent dans ton truc, si elles étaient pas là, je pense que le taux d'échec serait 10 fois plus élevé, quoi. J'ai senti aussi que ça inspirait beaucoup d'autres personnes, soit à faire plus ou moins la même chose, ou aussi sortir de leur quotidien et aller vivre leur propre vie ailleurs. Donc tu lances les voyages. Ouais. Comment tu trouves, parce que tes voyages sont quand même bien organisés, il y a toujours une super équipe qui est là avec lesquelles tu crées des liens, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'affection entre vous. Comment tu trouves les bonnes personnes pour faire ça et la bonne formule quand tu es un Belge, que tu arrives sur place et que tu connais pas forcément les us et coutumes, quoi. Je sais pas si j'ai beaucoup de chance ou si c'est le destin, mais au Maroc, ça s'est vraiment fait naturellement. J'ai rencontré des très bonnes personnes, des moins bonnes aussi. Mais par exemple, tu vois Najib qui nous accompagne. C'est la première famille avec qui j'ai entré dans le Maroc. Et ça se fait vraiment naturellement. Je fonctionne beaucoup à l'intuition aussi. J'observe, je teste. Et je peux très vite me rendre compte avec qui je peux travailler et qui je peux pas travailler. Comment tu trouves tes premiers clients pour tes voyages? C'est via YouTube aussi ou rien à voir? J'ai fait un peu de YouTube, oui, j'en ai parlé. On a fait un premier voyage pour le Nouvel An, 2016. Et après, j'ai créé mon site internet
optimisé pour le référencement. Donc on va dire que 80% de mes clients viennent du SEO. Donc ils tapent retraite spirituelle Maroc ou marche désert Maroc. On est, je sais pas, une petite dizaine dans cette thématique. Et souvent ils me disent ok, quand je suis tombé sur ton site, je savais que c'était ça et rien d'autre. Ça m'a parlé à 100%. Je suis vraiment une niche dans une niche. Et donc c'est que du SEO Google quasiment et le bouche à oreille. Ouais. Comment tu l'expliques ce match? Toi tu disais, ouais, ton site, ça match avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la façon dont tu présentais le voyage sur ton site? Je le propose comme une expérience d'un retour à la simplicité, à se déconnecter du quotidien pour retourner à la nature, appuyer sur le bouton pause. Et dans nos vies occidentales, on s'arrête jamais, tu vois, de travailler, on bouge tout le temps. Quand tu viens dans le désert, tu te poses, ça permet aussi de réfléchir à d'autres possibilités, de t'ouvrir. Finalement, tu avais déjà trouvé un peu une niche. C'est-à-dire que tu t'es dit, je vais pas juste faire un voyage en désert comme il en existe d'autres. Oui. Je vais faire un voyage en désert un peu spirituel pour les gens qui sont dans cette mouvance-là. Ouais, C'était une manière de te démarquer comme ça et de trouver des clients plus facilement peut-être aussi. Ouais, je l'ai appelé retraite spirituelle dans le désert. Et en fait, tout ce que moi je recherche, je l'ai packagé. En fait, ce voyage, c'est moi comment j'aime voyager. Ouais. Et en fait, on fait des choses très simples comme un petit réveil musculaire, un peu de yoga. On fait des tirages de cartes. On a des discussions. On joue au loup-garou. C'est un retour à la simplicité. Belle partie de loup-garou, en effet. À côté de ça, tu continues YouTube. Comment ça évolue? Est-ce que tu crées de nouvelles chaînes? Comment ça se passe? Alors, jusqu'au Corona, Maroc en conscience se développait très bien. Et j'avais atteint ma vision où chaque groupe est rempli. Parce que j'ai aussi galéré au début où j'avais que un voyageur, 2 voyageurs. Mais j'ai tenu bon, tu vois. Je savais que les témoignages clients allaient aussi faire leur travail. Et avec le Corona, j'ai l'impression que je suis tombé dans un trou noir où j'avais plus aucune vision, plus aucune perspective et je suis à nouveau retombé à 0 € financièrement. Les clients qui veulent être remboursés, tout ça, bref. Et là-bas, c'est à ce moment-là que tu as sorti la carte en gratuit. Ouais. Et je me dis, je peux pas rester comme ça dans mon appart à rien faire, à attendre. Et je réfléchissais depuis longtemps à lancer un business en ligne. Je savais que j'avais les compétences de réussir. Et j'ai testé de faire un business sur les introvertis. Donc j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelait Vivre Introverti. Je t'avais interviewé dessus d'ailleurs. J'ai sorti 5-6 formations. Mais ça n'a pas eu l'impact que j'espérais. Donc je faisais une dizaine de ventes. Et YouTube décollait pas. Tu peux l'expliquer ça? Oui, j'étais pas positionné sur un problème dur, on va dire, si on reprend cet acronyme. Un problème vraiment douloureux. Et peut-être spécifique aussi. Ouais. Parce que tu vois, les gens qui sont introvertis, ils peuvent en souffrir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, de timidité ou de difficulté pour rencontrer, pour faire des relations amoureuses ou ce genre de choses. Ou se faire des amis. Mais ils vont pas forcément le lier à leur introversion. Ils vont pas forcément chercher sur YouTube comment être heureux quand on est introverti. Ils vont plutôt chercher des trucs plus techniques comme, je sais pas, comment séduire une femme par exemple. Tu vois. Par contre, tu vois, les retours que j'avais sur cette chaîne, et elle existe toujours, et j'ai toujours des commentaires quasiment chaque jour, c'était vraiment des retours d'une énorme qualité. Et certaines personnes ont découvert leur véritable personnalité à travers ces vidéos-là, tu vois. Donc, pour moi, c'était une thématique intéressante. Mais d'un point de vue business, je ne l'ai pas axé d'un angle... Donc ça a eu un impact quand même sur certaines personnes. Ouais. Et j'ai fait le choix de ok, je vais arrêter ce projet-là et je vais revoir tout, ce qui n'a pas marché dessus. C'est là que j'ai eu l'idée de créer Entreprendre et vivre au Maroc, qui a enfin décollé. Donc 3e ou 4e chaîne? 4e, ouais. Et là, carton. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus maintenant? Carton dès le début ou carton au bout de quelques mois? En fait, ça a pris direct. Ouais, carton. Vas-y, balance tout. On va tout savoir. En fait, j'ai pris le temps de me former davantage avec toi et d'autres personnes et de vraiment réfléchir à la meilleure thématique par rapport à ma vie au Maroc
et ce que les gens recherchent. Ça a duré quelques mois. Je me suis encore perdu dans d'autres thématiques que je voulais aborder. Et en fait, je suis revenu à ça, qu'il y a énormément de personnes qui veulent s'installer au Maroc. J'avais pas envie de m'adresser à monsieur, madame, tout le monde ou aux retraités. Et, Pourquoi ? Par intérêt personnel. Le monde de l'entrepreneuriat, ça me passionne. Les entrepreneurs, j'adore. Il y a plein d'entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc. Et j'ai tenté ça, tu vois. Avec l'idée de proposer des services physiques dans un premier temps. Exemple, un entrepreneur qui veut s'installer au Maroc, il a besoin d'une personne de référence pour l'aider à trouver son local, la comptabilité, fiscalité, tous ces aspects-là. Ouais, moi ce qui m'a vraiment marqué sur ta chaîne, c'est tes interviews. Elles sont profondes, tu sais bien les mener, etc. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont aussi bien en fait ? Bonne question. Et tu sais, j'ai lancé cette chaîne, j'ai pas prévu de faire d'interview. J'ai commencé les premiers contenus que j'ai postés, c'était des podcasts. Et après, j'ai commencé à faire des vidéos conseils. Et un jour, il y a un homme belge qui est au Maroc depuis genre 20 ans, qui voulait me rencontrer, venir chez moi. Et ça s'est fait tout seul, puisque je faisais déjà des interviews avant. Je me suis dit, ok, il est là, il est chez moi. Tu veux qu'on fasse une interview, on parle de toi, on parle de ton projet. Et cette interview, dès que je l'ai mis, elle a cartonné. J'ai essayé une deuxième, ça a cartonné aussi. Et voilà, ça a continué comme ça. Tu as une idée de pourquoi c'est un format qui fonctionne si bien sur cette chaîne ? Je pense que les gens qui veulent s'installer au Maroc, ça les aide, ça les rassure d'avoir d'autres témoignages de personnes qui ont fait la même chose qu'eux, qui ont réalisé le rêve qu'ils ont. Ça leur donne pas mal d'informations aussi. Je pense que l'humain aime les histoires, les parcours de vie, les histoires inspirantes. Et on a aussi toute une partie de Marocains qui suivent la chaîne parce qu'ils sont curieux de voir quels sont ces étrangers qui vivent chez nous, qu'est-ce qu'ils font, tu vois, qu'est-ce qu'ils disent du Maroc. C'est peut-être 30% de l'audience au Maroc. Ouais. Et ouais, c'est marrant parce que parfois c'est les vieilles stratégies qui marchent le mieux. Et c'est vrai que faire des interviews sur YouTube, c'est un truc, tu vois, depuis le début de YouTube, on fait ça quoi. Moi quand je me suis lancé, on faisait déjà des interviews et tout, et on pourrait penser qu'au bout d'un moment ça marche plus, que les gens se lassent, il faut faire des formats plus dynamiques, plus courts, etc. Et en fait non, en fait ça marche toujours aussi bien, et il y a toujours une demande pour ça, et c'est un format qui est posé, qui est inspirant, Enfin moi je sais que par exemple j'avais fait un été un tour de France des entrepreneurs, où en fait j'avais fait un appel à témoins dans mon audience, et parce que j'en avais marre d'entendre des gens qui me disaient ouais mais c'est facile pour toi, t'as eu de la chance, mais c'est pas comme ça pour tout le monde et tout. Ouais. Et donc en fait j'ai demandé à mon audience, réveillez-vous quoi, tous ceux qui ont un business qui tourne, qui ont un beau parcours et tout, contactez-moi. Et j'ai rencontré comme ça une vingtaine d'entrepreneurs dans toute la France, et je les ai interviewés, ils ont témoigné, etc. Et ça a fait des vidéos qui ont très bien marché, qui ont énormément intéressé mon audience. J'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires ce mois-ci, tu vois, alors que c'est le mois d'août, et d'habitude le mois d'août ça marche pas. Et en fait je me suis rendu compte que c'est pas parce que c'est pas forcément des formats qui vont exploser, qui vont devenir viraux et tout, que c'est pas des formats qui sont extrêmement utiles pour l'audience. Quand tu as un projet qui est important pour toi, qui peut changer ta vie, et que tu écoutes des gens expliquer comment ça a changé la leur, parfois c'est le déclic dont tu as besoin en fait pour te lancer quoi. Et toi en plus tu fais des vues avec, c'est ça. C'est que c'est pas seulement que ça change la vie des gens, mais en plus c'est des interviews qui cartonnent vraiment dans l'algo. Ouais. Est-ce que tu as des astuces, des outils, des choses que tu as découvertes ? Ouais, il faut balance les trucs. C'est vrai que là, en général, dans les 24 heures, on fait les 10 000 vues, ce qui est un bon indicateur. Et après, énorme. On monte 50, 100 000 vues jusqu'à 200, 300. Et ce qui est intéressant, c'est que le format long fonctionne bien sur YouTube. Peut-être c'est lié au watch time, tu vois. C'était une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie, c'est ça ? 1 heure, 1 heure et demie, ouais. Parfois plus même. Et après, j'ai étudié le sujet, j'ai expérimenté. Donc j'essaye d'avoir une bonne accroche dès le titre, la miniature, c'est ça qui est important, une bonne intro. Donc en fait, la première minute ou les 2 premières minutes, on prend les meilleurs moments de l'interview, les phrases what the fuck, et vraiment les trucs où on veut savoir qu'est-ce qu'il dit après. Ouais. Et peut-être que ça joue aussi, que les gens restent dès les premières secondes. Et après, tu t'embarques dans l'histoire de la personne et tu suis. Je mets beaucoup de b-roll.
Donc B-roll, c'est tu mets des images, Ouais, t'incrustes des images. ouais. J'essaye qu'il n'y ait pas plus de 2 minutes sans Ok. aucun b-roll. Et ces B-roll, c'est quoi? C'est toi qui les filmes ou... J'ai une base de données de toute ma vie au Maroc. On en ajoute. Ouais. C'est bien ça, donc c'est des B-roll perso, Que du perso. de quasiment. toi dans le désert, des trucs comme ça? Ouais, tout. En fait, j'ai une base de données. J'ai nommé les vidéos par thématique, par exemple, chien, montagne, Stéphane, trop tu bien. vois. Et mon monteur, maintenant, il cherche dedans. Et Ouais. on en rajoute. Comme là, ce voyage, j'en ai fait. Je vais les rajouter dans la base de données. Très intéressant ça. Donc ça reste personnel et tout, parce que tu vois, moi je suis pas fan des B-roll qu'on va chercher sur des stock footage, tu vois, donc Ouais, moi non sur des plus. banques de vidéos, parce que c'est toujours la même chose, c'est cliché et tout, c'est pas personnel. Et c'est vrai que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à notre monteuse d'aller chercher dans mes vlogs, parce que j'ai fait beaucoup de vlogs, même des vieux et tout, des petits moments, voilà, et ensuite elle les met dans les vidéos et j'adore. C'est top. Tu vois, c'est personnel, c'est toi, c'est tes images. Personne va venir t'embêter si les droits si t'as pas les droits et tout, parce que c'est tes images. Et en plus, c'est plus pertinent, je pense, pour l'audience. Ouais. Donc, toujours avoir des b-roll, histoire que ce soit visuellement aussi intéressant. En fait, l'idée, c'est que souvent, les gens me disent, tes vidéos, on les regarde le dimanche soir, on se pose devant la télé, on lance le truc et on écoute l'histoire. Donc, ça doit rester vivant et visuel. Même si une partie l'écoute en audio aussi, mais pour moi, c'est très important de travailler l'image. Qu'est-ce qui fait une bonne interview quand tu rencontres un entrepreneur qui est au Maroc? Donc, forcément, son histoire, la façon dont il va parler, son éloquence, son énergie, ses difficultés. Qu'est-ce que tu vas chercher, tu vois, quand tu lui poses des questions? Qu'est-ce que tu essaies de montrer ou d'aller chercher, quoi? En fait, j'aime bien laisser parler les gens. Donc, j'essaie vraiment que c'est comme un processus, comme un psy, où ils vont se livrer de plus en plus. Et pour moi, c'est très naturel. Beaucoup d'interviews, je ne les prépare pas. Donc, je fais au feeling. Il y a quelques questions clés, genre, voilà, pourquoi tu t'es installé au Maroc? Depuis combien de temps? Quels sont les avantages et les inconvénients? Mais sinon, c'est un peu au feeling, tu vois. Qu'est-ce que entre le fait de préparer et de ne pas préparer les questions, qu'est-ce que tu conseillerais des gens qui se lancent dans le format interview? C'est vrai que quand quelqu'un se lance dans le format interview, il se dit tout de suite, il se met la pression, il s'y prépare tout un truc, etc. Ce qui parfois peut faire, ça peut manquer de spontanéité. Qu'est-ce que toi tu vois entre les deux formats? En fait, j'ai deux méthodes. Soit je veux vraiment faire l'interview avec une vision globale de l'interview dès le départ. Dans ce cas-là, je note quelques points sur une petite feuille, comme j'ai fait avec toi. Soit j'ai 2-3 angles globaux et le reste, c'est au feeling. Ce que je déteste, c'est envoyer mes questions à l'invité. Ça, je le recommande pas du tout, parce qu'on perd la spontanéité, on perd le naturel. Même lui, il va préparer des trucs. Donc, Ouais. je conseille pas du tout d'envoyer ses questions à la personne. Et après, ça dépend de ce que l'audience aime, tu vois. Est-ce qu'il aime le naturel ou des choses très travaillées? Un truc sur lequel tu dénotes, c'est que aujourd'hui, on observe quand même une sorte de Mr. Beastification de YouTube, où beaucoup de YouTubeurs essaient de faire du toujours plus rapide, toujours plus cuté, toujours plus extrême. Je suis l'inverse. Et toi, on regarde, c'est presque méditatif en fait tes interviews. T'es lent, tu laisses parler les gens, Petite voix, calme. t'es calme, Ouais. tu joues en fait sur ton introversion. Est-ce que tu penses que ça joue dans le succès de tes vidéos? En fait, j'ai beaucoup de commentaires positifs là-dessus. Mon ancienne chaîne, j'avais souvent des gens qui me disent tu parles trop lentement, essaie de parler plus vite, t'as fumé combien de joints, même des insultes, tu vois, des gens qui ça insupportent. Là, sur ma nouvelle chaîne, les gens apprécient, tu vois, ils me disent c'est bien, enfin quelqu'un de calme, enfin quelqu'un de posé. Regarde en x2, mais ça fait du bien. Ça m'a beaucoup touché au début, est-ce que je dois travailler là-dessus, est-ce que je dois vraiment améliorer ce point-là? Après, je me suis dit, ok, je suis comme ça, c'est ma personnalité, ma façon d'être. Il y en a beaucoup qui apprécient, il y en a d'autres qui détestent. Je vais continuer à me concentrer à ceux qui aiment ça et rester moi-même. C'est inspirant. Comment tu trouves des personnes intéressantes? J'ai plusieurs manières. Donc, sur ma méthode d'organisation, donc je suis avec Trello, j'ai des listes d'invités par rapport aux villes.
Donc par exemple dans Marrakech j'ai déjà 20 invités potentiels. Et chaque invité que je fais, je lui demande à la fin quelle est la personne que tu verrais bien sur la chaîne. Bouche à oreille. Ouais. Et après, il y en a qui arrivent à rentrer, à sortir de ce système-là. Par exemple, quelqu'un que je vais rencontrer par hasard ou une thématique qui m'intéresse en ce moment. En tout cas, c'est très facile de préparer ça. Ouais. Et c'est facile de convaincre les gens d'accepter ton interview si eux ont rien de spécial à y gagner? J'ai beaucoup de refus. Beaucoup de gens qui veulent pas se montrer, qui veulent pas partager leur histoire, qui ont peur du jugement des autres ou qui ont peur d'en dire trop sur leur business. Et en même temps, les autres sont très faciles à... Parce qu'en fait, maintenant, il suffit que je monte ma chaîne YouTube, ils voient des chiffres. Et j'imagine que tu as des gens de ton audience aussi qui te proposent, ou toi, tu fais peut-être des appels à témoins dans ton audience? Ça, je l'ai pas fait. Pourquoi? Je l'ai fait, oui. Par exemple, quand je voyage dans certaines villes, je fais une annonce. Est-ce que vous connaissez des entrepreneurs à Casablanca, à Ouarzazate? Et là, ça ajoute des noms dans ma liste et des possibilités. Ouais. J'imagine que derrière ça, il y a une stratégie aussi, puisque tu t'es passionné par le business, entrepreneuriat et tout. Ouais. Comment est-ce que tu monétises aujourd'hui cette chaîne, si tu la monétises? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour la monétiser? En fait, dès le départ, Entreprendre et vivre au Maroc a été créé comme un business. Et j'étais très clair à mon audience dès le départ que c'est ça. Donc, avant même de sortir la première vidéo, j'avais une mini formation gratuite. Donc, c'est un email de conseils par jour. Ils en reçoivent un pendant 7 jours. Donc, tu as collecté des emails jour 1. C'est bien, tu appliques les conseils. Parce que les gens n'appliquent pas les conseils d'Antoine. Et ils se retrouvent après des années, pas de liste email. Donc, c'est bien. Bravo. En fait, toutes mes erreurs d'avant, je les ai effacées pour ce business. Ouais. Donc, j'ai collecté les emails dès le début. J'étais très clair. Et l'idée de base, c'était de faire des accompagnements physiques. J'ai attendu 1 an et 6 mois avant de les lancer. Pourquoi? Le temps de faire monter l'audience, prendre le temps de faire les choses bien. Pourtant, tu n'avais pas besoin d'une grosse audience pour faire de l'accompagnement physique, parce que c'est du one-to-one. Ouais. Tu avais quand même le sentiment qu'il fallait que tu trouves des clients? Je pense que j'avais besoin de ce temps aussi pour me sentir légitime et construire une équipe autour de moi. Donc, je comprends. J'en ai parlé à mon comptable, on a mûri l'idée ensemble, on s'est entouré de spécialistes autour de nous. Donc c'est ça que ça a pris 1 an et 6 mois avant de lancer les accompagnements. Donc je monétise ma chaîne avec les pubs, mais c'est pas grand chose, tu vois, j'ai 200-300 euros par mois. Ouais. Et maintenant les accompagnements physiques, donc on a 2 packs différents. On a un pack création de société SARL, simple, pour suivi comptable 1 an. Et un autre pack qui est installation réussie au Maroc, où là ça va beaucoup plus loin, on t'accompagne de A à Z dans toutes tes démarches pour réussir ton projet ici. Et aussi l'aspect psychologique et motivation, on est vraiment là avec eux. Et j'imagine que quand tu t'expatries, le plus important c'est de ne pas te sentir tout seul, isolé, avec tes galères, et d'avoir quelqu'un de confiance où tu sais qui va être là pour toi, etc. Ça s'est vendu facilement? Tu l'as lancé il y a combien de temps cette offre? Ça, je l'ai lancé il y a 2 mois comme ça. Ah oui, c'est tout récent encore. Ouais. Donc le pack installation réussie, il est à 3000, 3300 selon les options. Et là, j'ai déjà 2 clients, beaucoup en attente, en cours. Et plusieurs qui ont pris aussi la création de société simple. Et là, j'ai une commission sur chaque client. Ça se passe bien? Ouais, je suis content. Et j'apprends plein de choses, tu vois, avec ces clients. À la base, je me disais, je vais commencer direct avec la formation en ligne. Mais en fait, je pense que stratégiquement, je vais apprendre beaucoup de choses avec ces clients que je pourrais mettre dans la formation et ce sera plus riche. C'est un peu comme commencer par du coaching avant de faire de la formation. C'est ça. C'est souvent quelque chose que je conseille parce que tu vas te faire tes armes face à des problèmes réels, des vrais gens. Et en plus, tu vas pouvoir aussi, si tu débutes avec une petite audience, commencer à vendre des produits relativement chers. Et ça peut être plus rentable que de vendre des formations si tu n'as pas une très grosse audience. Et ensuite, la formation, ça te permet de mettre tes compétences à l'échelle et de toucher un public beaucoup plus large, quoi. Ouais, c'est du coaching, ouais. Du coup, la formation,
Elle arrive? Elle arrive, donc 2024, j'ai prévu de sortir la formation. Je vais peut-être pas la cibler 100% entrepreneur, mais peut-être plus global. Comment s'installer au Maroc, comment réussir son installation au Maroc. C'est super, mais tu es sur un bon créneau, tu vois. Il y a énormément de gens qui veulent changer de vie, notamment en s'expatriant. Et le Maroc, quand même, ça offre un cadre qui est incomparable. Tu vois, le fait de s'expatrier, on parle français, tu vois, au Maroc, et le fait de s'expatrier dans des pays où tu parles pas la langue, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Carrément. Et finalement, des pays où ça parle français, où le climat est super bon, financièrement aussi la fiscalité, etc., le coût de la vie est intéressant, c'est vraiment une destination qui est comment dire, hyper intéressante. Et du coup, en étant numéro 1 là-dessus, tu captes tout, quoi. C'est génial. Merci. Est-ce que tu es fier de ce que tu as réussi à construire? Ouais, là, ça me donne trop de joie et je suis super fier, content. Et en même temps, je vois que c'est que le début. Et j'ai l'impression que j'ai juste fait un petit pas. Comment tu penses que ça pourrait évoluer dans le meilleur scénario? Donc là, l'idée, c'est de monter une équipe autour de moi pour les accompagnements physiques. Et l'idéal, c'est que j'ai le moins à intervenir dans le process. Peut-être le premier rendez-vous et une supervision globale. Mais de laisser mon équipe de gens sérieux faire, accompagner ces personnes. Et sortir la formation en ligne, qu'elle ait du succès. Et peut-être, après, j'aurai sûrement d'autres idées aussi. J'organise une masterclass en janvier là à Marrakech. Donc c'est aussi une possibilité de faire des événements physiques. Je peux les emmener dans le désert aussi, cette audience. Tu nous gardes quand même pour les voyages d'entrepreneurs ou pas? Parce que là, tu commences à être plus occupé. Là, on a peur avec Antoine. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller dans le désert avec toi, Stéphane? Il n'y a aucun risque parce que pour moi, c'était un rêve de rentrer dans le cercle d'Antoine. Tu vois, tu m'as énormément inspiré. Et même si j'arrêtais Maroc en conscience, je continuerai les voyages d'entrepreneurs avec lui. Sans problème. Et ouais, si tu devais donner un conseil à ton toi du moment du Covid par exemple, où tu galérais, où tu avais des difficultés, etc., peut-être pour gagner du temps, qu'est-ce que tu lui dirais? Travaille davantage ta niche, ton avatar, à qui tu vas t'adresser. Ça a vraiment été ça pour toi la clé? Vérifie qu'ils ont vraiment un problème, qu'ils sont prêts à payer pour résoudre ce problème. Tant que t'as pas ça, n'y va pas. Ouais, c'est vrai que là, durant ce voyage, on a beaucoup partagé sur le business et j'aimais bien, tu ramenais la question à la thématique, à la niche, tellement aux besoins, important. etc. Tu vois, tout le monde parlait d'Instagram, de YouTube, comment faire des vues et tout machin, et toi, tu ramènes sur quelque chose d'hyper central et je pense que c'est justement ton expérience d'avoir vécu, qu'est-ce que c'est d'évoluer dans des thématiques qui sont différentes, à quel point c'est important. Parce que tu peux perdre tellement d'années et tu crois que c'est la bonne, mais tu continues alors que ça marche pas. Et le pire, c'est quand ça fonctionne un peu, assez pour continuer, et en fait, tu as un coup d'opportunité, ou si tu t'étais lancé dans une autre thématique, tu aurais fait x10, x100, mais comme ça marche un petit peu, tu continues à t'accrocher, tu sais. Et ça, j'en vois certains des fois. Et, c'est très courant. Tant que tu n'es pas capable de répondre à la question, à qui tu t'adresses, quel est son problème clair, est-ce que ça le fait se réveiller durant la nuit, t'es pas encore bon, quoi. Écoute, merci Stéphane. J'ai trouvé l'interview hyper inspirante. Je trouve que ton parcours de manière générale est très inspirant. Parce que vraiment, tu expérimentes des choses, tu y vas, tu as la patience de tenter et t'en tires des leçons, quoi. Et ensuite, tu agis et tu construis ton voyage, tu construis ta chaîne YouTube, tu construis ton équipe. Et à chaque fois, le résultat est beau et très fonctionnel. Et donc, je pense que, j'ai hâte de voir en tout cas comment tu vas continuer à évoluer. Ouais, moi, c'était un plaisir de te rencontrer, Stéphane. C'était mon premier voyage avec toi. Et j'ai été surpris. Tu vois, à quel point c'était bien organisé, la logistique, etc. Vraiment, on n'avait rien à faire. Et le fait j'ai vu que tu étais capable de t'entourer, de savoir t'entourer. C'est pas forcément évident pour des Européens de savoir comment se structurer dans un pays étranger. Et bravo. Et je suis sûr que tu vas cartonner 10 fois plus avec l'entrepreneuriat au Maroc, quoi.
Et comment tu as vécu ce voyage en tant qu'entrepreneur? Ça t'a fait du bien de cette Moi, petite ça pause? m'a. Alors, tu pourras l'utiliser en témoignage client. Ouais, moi c'était super. Alors déjà, le truc de pouvoir de vraiment déconnecter. Mais déconnecter parce que juste t'as pas le choix. Donc pas Internet, etc. Moi, c'était vraiment hyper bénéfique. Je coupais jamais vraiment, tu vois, en étant en vacances. Et là, déjà, le fait de couper, je ressens une paix intérieure de fou, donc c'est cool. Le fait de partager cette expérience avec des gens que je connais, des gens que je connais pas, tout le groupe qui est intéressant. Il y a aussi les interactions avec les locaux. On a fait des trucs de fou et c'est top, quoi. Voilà. Génial. On mettra tous les liens vers ce que tu fais dans la description. Merci. Et peut-être vers l'interview que tu as fait de moi aussi, Oui. que les gens pourront voir sur ta chaîne Entreprendre de vivre au Maroc. Ah ouais. Cool. Merci pour ce moment. Merci Stéphane. Merci Félix, merci Antoine. Voilà, j'espère que cette interview t'a plu. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma mini-formation de 56 minutes comment créer ses propres produits virtuels et les vendre à des milliers d'exemplaires. Tu vas notamment découvrir la liste des produits que tu peux vendre de n'importe où sans avoir à te déplacer, comment construire une audience de gens intéressés par tes produits même si tu pars de zéro, mes meilleures techniques de capture d'email dont l'email péage qui m'a rapporté plus de 20 000 inscrits, la recette d'un produit best-seller et comment savoir si c'est le bon moment pour le lancer, ma méthode de lancement OPL qui m'a rapporté jusqu'à 80 000 € pour un produit créé en une semaine, et puis comment optimiser la machine et générer des revenus récurrents à vie. La formation va aussi t'aider à te mettre sur les rails, à trouver tes premiers clients. Tu l'auras terminé avant ce soir et tu pourras commencer à l'appliquer dès les prochains jours. Pour la télécharger, clique sur le premier lien dans la description et nous on se retrouve dans la prochaine.